On entend beaucoup parler aujourd'hui d'alimentation vivante ou d'alimentation crue, d'alimentation frugivore par exemple. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo va être que dit vraiment l'Ayurveda sur le fait de cuire ou non ces aliments. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que personnellement j'ai pu expérimenter du coup les deux côtés. Pour te donner un peu mon exemple, il se trouve que moi j'ai d'abord rencontré on va dire l'aspect de la naturopathie qui encourage à manger beaucoup plus cru, beaucoup plus vivant entre guillemets, et ensuite je suis arrivée dans l'Ayurveda. Alors ça n'a pas été très long, c'était une histoire de quelques mois, mais vu que j'aime bien tester les choses, je l'ai bien fait. J'ai pas mangé à 100% cru, mais en tout cas j'ai intégré énormément d'aliments crus dans mon alimentation. Et arrivé en cursus d'Ayurveda, je me suis dit mais attendez, là vous êtes en train de me dire tout l'inverse, que ça correspond absolument pas à ce qu'on me disait avant. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer un peu qu'est-ce que pense l'Ayurveda de l'alimentation crue. Pourquoi c'est encore une histoire d'adaptation à chaque personne, puisque comme tu le sais très bien, on est tous différents et que tant qu'on ne prend pas en compte ces différences-là, on va toujours viser à côté du but en termes d'alimentation, mais aussi en termes d'hygiène de vie en général. En Ayurveda, le côté vivant d'un aliment, il est qualifié par son prana notamment. Le prana, c'est pas forcément seulement les nutriments qui sont dans l'aliment, les vitamines, les minéraux. Le prana, c'est une vision assez globale qui définit l'énergie qui est présente dans un aliment. Est-ce qu'il est frais? Est-ce qu'il a reçu un bon traitement? Est-ce qu'il a grandi dans un bon sol, par exemple? Est-ce qu'il a reçu la lumière du soleil ou une lumière artificielle? Tout ça, ça va définir le prana. Et bien sûr, l'Ayurveda recommande de manger une alimentation riche en prana, donc une alimentation fraîche, une alimentation qui est faite maison, avec vraiment des aliments de qualité. Mais c'est pas pour autant que l'Ayurveda recommande le cru, au contraire. En Ayurveda, il y a une notion extrêmement importante et qui est à la source de la santé elle-même, c'est la notion d'Agni. Agni, ça ne concerne pas forcément que le feu digestif, donc nos enzymes digestives par exemple, ça va concerner tout notre feu de partout, toutes les transformations qui se font dans le corps, donc on pourrait l'associer au métabolisme, mais c'est vraiment toutes les transformations qui vont avoir lieu, que ce soit au niveau organique, donc des organes en général, des tissus, mais aussi des cellules. Ces transformations peuvent être à l'échelle de la cellule elle-même. Et l'alimentation crue, malgré le fait qu'elle soit très riche en effet en prana, si encore les aliments sont frais, qu'ils n'ont pas flétri dans un frigo, qu'ils ont bien poussé dans une terre qui était propice à leur épanouissement, j'ai envie de dire. Même si cet aliment est vraiment riche en nutriments, c'est des nutriments auxquels le corps va avoir plus difficilement accès. Parce que l'intérêt de la cuisson, ou en tout cas de la pré-transformation, que ce soit la fermentation ou la cuisson par le feu, c'est que ça va être justement une transformation au préalable, un peu comme une prédigestion si on veut. Et en Ayurveda, on considère que le fait de manger cru, ça va être déjà plus rafraîchissant, refroidissant pour le corps que manger une alimentation qui a été cuite, parce qu'elle demande plus d'efforts au feu digestif de manière générale. Et si notre feu digestif il est occupé à essayer de transformer une alimentation qui est trop lourde pour lui, on va se refroidir dans le reste du corps. Donc on peut ressentir des frilosités notamment. C'est aussi une alimentation qui peut être assez difficile à mâcher en fonction de ce qu'on mange. Si on mange beaucoup de légumes, des légumes racines ou des légumes avec des fibres, beaucoup de fibres comme les carottes ou les betteraves, c'est des fibres qu'il faut savoir qui ne sont pas solubles. Il y a des fibres solubles, mais il y a aussi des fibres insolubles qui sont bénéfiques pour la flore digestive, et notamment le biote intestinal, pour le transit aussi, c'est extrêmement important. Mais quand il y en a trop, notre système il va pas savoir quoi en faire et ça va faire potentiellement des problèmes de constipation ou des problèmes de diarrhée à l'inverse. Et surtout, on va manger des nutriments et on va les rejeter dans les toilettes, puisque si jamais la nourriture n'a pas été correctement transformée, on ne va absolument rien assimiler au final de ce qu'on aura ingurgité, ce qui est un petit peu dommage, surtout que ça a tendance à créer des toxines dans le corps. Donc c'est pas seulement qu'on n'a pas accès à ces nutriments, mais en plus on va faire produire au corps des toxines parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Bien sûr, dans cette vidéo, je parle généralement du cru. Je sais qu'il y a plein de courants différents dans l'alimentation crue. Il y a des personnes qui mangent essentiellement des fruits, d'autres qui vont manger un petit peu de tout, dont de la viande et du poisson par exemple. Mais là, je vous parle de manière générale. Une analogie que je trouve intéressante, c'est que le cru, c'est un petit peu le coffre-fort où on va avoir beaucoup de richesses en termes de nutriments, certes,
Mais si on n'a pas la clé du coffre-fort, si on ne peut pas l'ouvrir, on va passer plus de temps à essayer de trouver un moyen d'y avoir accès qu'en réalité d'utiliser ces nutriments. Le but avec l'alimentation, c'est pas seulement de manger, c'est que cet aliment se transforme en nutriments qui puissent être assimilables par le corps pour qu'on puisse ensuite faire tout ce qui n'est pas mangé. Nous avons d'autres objectifs dans notre vie que de nous nourrir. Donc si l'alimentation crue représente un petit peu un coffre-fort, on ne va pas pouvoir y avoir accès. Et auquel cas, oui c'est sûr, celui qui arrive à ouvrir ce coffre, comme par exemple quelqu'un qui a un très fort feu digestif, qui vit en plus sous les tropiques, donc il fait bien chaud, donc il n'y a pas trop de problème au niveau de la transformation, puisque comme je te l'avais expliqué dans une précédente vidéo, le corps a besoin de chaleur pour transformer les choses. Donc s'il n'en a pas, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais s'il y a une personne qui est assez jeune, dans sa vingtaine, qui a un feu digestif très fort, éventuellement une constitution pitta dominante, ça aide beaucoup, et qui en plus vit dans un pays chaud, on va lui offrir des fruits, des salades, des feuilles vertes, etc. Mais ça va être parfait pour lui, parce qu'il va très bien le digérer, en plus ça va le refroidir, donc ça va être plutôt équilibrant. Même si sur le long terme, s'il ne fait pas attention, il pourrait avoir, alors pas forcément des carences, mais le problème c'est qu'il n'y aura pas suffisamment, il va devoir manger énormément en quantité pour subvenir à ses besoins caloriques, tout simplement. Maintenant, quand on vit dans un pays comme le nôtre, ou en tout cas comme le mien, je vis en France, le souci c'est que ces chaleurs, ça va en été, et encore, c'est une chaleur qui est sèche, donc c'est encore différent de la chaleur humide qu'il peut y avoir sous les tropiques. Et en plus, on va avoir d'autres saisons comme l'automne et l'hiver qui, elles, ne seront absolument pas propices à ce type d'alimentation-là. Parce qu'en Ayurveda, on considère que c'est des saisons durant lesquelles on doit manger plus lourd, on doit manger chaud et on doit manger cuit, du coup. Donc le plus souvent, l'alimentation crue a tendance à aggraver le dosha Vata dans le corps, mais en plus à aggraver le dosha Kapha si c'est fait sur du long terme, parce que le corps va ne plus savoir digérer quoi que ce soit, il va pouvoir créer beaucoup de toxines. Encore une fois, c'est des généralités. Si toi, tu digères très très bien une alimentation crue depuis des années, que tu n'as aucun problème avec ça, très bien. C'est très bien, continue, fais ce qui est bon pour toi, j'ai envie de te dire. Mais mon expérience personnelle et toutes les expériences que j'ai entendues par la suite me prouvent plutôt que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas sur du long terme et à 100%. Ne manger que cru, ça ne fonctionne pas. De plus, je trouve que c'est une vision un petit peu réductrice de l'alimentation, puisque comme je te l'expliquais tout à l'heure, le prana, ce n'est pas seulement le fait de cuire ou non un aliment. Il y a énormément de choses qui vont faire qui vont faire que le prana va changer dans l'alimentation. Il va y avoir bien sûr le sol dans lequel l'aliment, ou en tout cas l'ingrédient a poussé, la quantité de soleil qu'il a reçu, est-ce qu'il était dans les bonnes conditions. Maintenant, on sait qu'avec l'agriculture biodynamique, on peut voir qu'avec la lune, c'est intéressant d'utiliser les phases de la lune pour faire pousser des aliments. Donc là, on peut encore optimiser le prana. La personne qui a cultivé les légumes ou qui a élevé les animaux a aussi un rôle dans le prana qui va se trouver dans notre alimentation. Une fois que le légume a été récolté, on va dire qu'il a été récolté de manière correcte, qu'il n'a pas été endommagé ou quoi que ce soit, il se retrouve sur nos étals. Là, si on l'achète directement à la personne qui l'a récolté, par exemple au marché, et que ça a été fait dans les quelques jours précédents, et que nous, on va les manger tout de suite après, le prana, il reste à peu près bon. Sauf que nous, en général, on stocke nos légumes dans le frigo, ce qui a tendance à diminuer un petit peu ce prana. Si on les laisse très longtemps dans le frigo, plus on les laisse, plus le prana va diminuer. Donc là encore, on voit qu'au final, il y a beaucoup d'étapes avant la cuisson. Et une fois qu'on se décide à préparer notre aliment, ça va être en effet de choisir de le cuire ou non. Et là, la cuisson, en effet, va pouvoir éliminer beaucoup de nutriments. Si on choisit une cuisson qui est trop violente, avec trop de feu, donc par exemple faire carboniser des légumes au four ou à la poêle, quand on voit que les légumes sont tout flétris, quand on les fait cuire par exemple à la poêle, c'est qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant. Quand ils perdent leur couleur aussi ou qu'ils perdent leur goût, c'est qu'ils perdent des nutriments tout simplement. Donc la cuisson à l'eau par exemple, quand on jette l'eau, on a tendance à jeter énormément de minéraux, ce qui est très dommage. Moi, ce que je recommande le plus souvent, c'est des cuissons à la vapeur, des cuissons à la casserole avec un petit fond d'eau qu'on garde ensuite. Donc ça va faire une sorte de bouillon par exemple, ou simplement des légumes avec un tout petit fond d'eau qui vont faire qu'on va garder les nutriments et on va éviter de faire cramer les choses dans la poêle ou dans la casserole. Il peut y avoir la cuisson au four si elle est faite de manière à ce que ça ne brûle pas les aliments.
Et bien sûr, quelque chose qui impacte énormément le prana de ce qu'on va manger, c'est l'énergie dans laquelle on est quand on prépare. Tu peux y croire ou non, tu peux penser ce que tu veux de ça. Personnellement, je l'ai expérimenté concrètement. Et c'est une notion qui est extrêmement importante en Ayurveda et pas que dans les sciences ancestrales de manière générale, puisque les mains sont littéralement une extension de notre chakra du cœur, donc toute l'énergie qui part de notre cœur. Et en Ayurveda, on considère que les émotions et les pensées sont stockées à ce niveau-là, ou en tout cas ont lieu à ce niveau-là. Donc tout ce qui va nous passer par l'esprit, si on va être en colère, si on va être anxieux pendant qu'on prépare à manger, ça va être entre guillemets infusé dans la nourriture qu'on prépare. Et on va forcément moins bien digérer. Et enfin, c'est pas terminé, quand on a préparé notre alimentation, on a dit que toutes les étapes précédentes se sont plutôt bien passées. Si on la mange tout de suite après, c'est très bien parce qu'auquel cas on va pouvoir bénéficier de l'énergie qui est encore dans l'alimentation. Par contre, si on la laisse au frigo encore quelques jours, ça va forcément diminuer. Donc en Ayurveda, on déconseille fortement de manger des restes trop usagés. Personnellement, j'aime bien respecter la règle des 48 heures. Donc une fois qu'un aliment a été préparé, pas plus de 48 heures au frigo, sinon ça sert littéralement à rien, il a quasiment plus de nutriments. Et on le sent, au goût ça change, ça a beaucoup moins de goût, ça a beaucoup moins de tenue dans la bouche, enfin, bref. On sent que l'énergie de l'aliment a beaucoup baissé. Mais bon, on va dire qu'on l'a mangé tout de suite après, que là il y a une autre chose qui rentre en compte, c'est notre digestion. Donc si on a super faim et qu'en plus on est de bonne humeur et qu'on se dit ah c'est bon ce que je vais manger, ça sent bon, c'est beau, et que là on commence à manger, on va pouvoir vraiment bénéficier de ce prana. Mais si on est emprunt à des émotions, à des pensées, qu'on n'a pas fait un grand effort de présentation et que du coup on est là, bon je vais manger mais c'est pas hyper intéressant, hyper ragoûtant on va dire, et bien forcément notre digestion va moins bien se passer, donc on va moins bénéficier du prana de l'aliment. Donc tu peux voir que vraiment l'énergie, c'est pas que les nutriments qui sont présents dans l'alimentation, c'est tout ce qu'il y a autour, comment on prépare, d'où ils viennent, le temps de préservation, etc. Donc c'est important de prendre tout ça en compte et pas seulement la cuisson et le fait de manger cru ou non. Donc certes, l'alimentation crue est bien plus riche en nutriments qu'une alimentation qui va être cuite, mais en attendant, si on ne peut pas avoir accès à ces nutriments, ça n'a pas un grand intérêt. Alors que la cuisson va pouvoir justement ouvrir un petit peu le coffre. Alors certes, en ouvrant la boîte, il y aura un petit peu de nutriments qui vont s'échapper, qu'on ne pourra pas utiliser, mais en attendant, tout le reste, on est à peu près sûr de pouvoir les utiliser et de ne pas demander un effort surhumain à notre corps pour le digérer, ce qui va empêcher la production de toxines. Maintenant, il n'y a pas que la cuisson, bien sûr, pour préparer un aliment. Une manière que j'aime beaucoup personnellement et que j'aime beaucoup expérimenter, c'est la lactofermentation. Donc on va faire fermenter des légumes dans de l'eau. C'est une fermentation qui est assez équilibrée en termes d'effet sur les doshas. Souvent, les aliments fermentés ont tendance à aggraver pitta, par exemple, puisque c'est de l'élément feu. Mais la lactofermentation est assez douce, je dois dire. C'est pas piquant, ça ne doit pas l'être. Si vous préparez vous-même vos produits fermentés et que vous sentez un goût alcoolique ou un goût piquant, c'est que la lactofermentation est allée trop loin, qu'elle s'est mal faite. En principe, les légumes, en tout cas lactofermentés, sont assez doux. En plus, c'est extrêmement simple à faire. Ça va pas être le sujet de cette vidéo, mais si jamais ça t'intéresse, je t'incite vraiment à aller trouver des recettes ou en tout cas la manière de le faire parce que c'est vraiment simple et avec très peu de matériel, on peut se lancer dans des expérimentations culinaires très intéressantes. Et auquel cas, là, c'est vraiment bien parce que on va utiliser des aliments qui sont frais et des aliments qui sont blindés de nutriments puisqu'ils n'ont pas été cuits pour le coup, donc on n'a pas réduit la qualité de nutriments. Mais en plus, les bactéries qui vont agir pendant la fermentation vont nous prédigérer toutes les fibres, tout ce qui est difficile pour nous à digérer et on va avoir accès plus facilement à tous ces nutriments. En plus, la fermentation, ça ne s'arrête pas là. Il a été montré notamment de manière scientifique que le fait de faire de la lactofermentation permet de créer de nouvelles vitamines. Il faut savoir que les bactéries ont la capacité de produire de nouvelles vitamines à partir de certains nutriments. Ce n'est pas juste des organismes inertes comme ça qui font juste un tout petit travail de rien du tout. Non, c'est des micro-organismes certes, mais qui sont des organismes. Ils sont capables de transformer les choses. Et j'ai plus en tête ces vitamines qui sont créées pendant la fermentation, mais tu pourras aller regarder, j'essaierai de te trouver éventuellement des informations.
Mais il faut savoir que par exemple la vitamine B12 dont on parle beaucoup dans les régimes végétariens et végétaliens, c'est une vitamine qui est produite par des bactéries. Soit dit en passant, la plupart des viandes que l'on mange sont enrichies en vitamine B12 parce que le bétail n'est pas toujours en contact avec des bactéries ou en tout cas des bonnes bactéries. Donc les animaux sont eux-mêmes supplémentés en vitamine B12. Juste une petite parenthèse comme ça pour le préciser. Mais la fermentation, c'est un procédé qui se retrouve dans la plupart des cultures ancestrales, y compris l'Ayurveda, puisqu'en Ayurveda, on faisait du yaourt, on faisait des préparations comme du panir. En Asie, on a aussi tout ce qui est autour de la sauce soja, qui est une sauce qui est hautement fermentée, qui n'est malheureusement plus fait à l'ancienne aujourd'hui, mais quand on le faisait de manière traditionnelle, c'était des mois et des mois, jusqu'à 1 an de fermentation. Et là, tu t'imagines qu'au niveau de transformation et de création de nouveaux nutriments, création de nouvelles vitamines, c'est hyper riche. Donc voilà, je voulais juste te faire ce petit aparté sur la fermentation parce que je pense que c'est intéressant et je veux pas faire un espèce de mur entre l'alimentation crue et l'alimentation cuite, puisqu'on peut trouver un terrain d'entente entre guillemets et ça n'a pas besoin d'être absolu. Et c'est un peu là ce que l'Ayurveda recommande, il n'y a pas d'absolu. En été, quand une personne est très pitta dominante qui a besoin de se rafraîchir, qu'elle a un feu digestif qui est plutôt fort, on va lui recommander de manger un petit peu cru. Mais là, ça va être plutôt du coup le midi. En été, encore une fois, en fonction de la constitution, on va faire attention à mettre des aromates, des épices, pour que ça stimule la digestion et que ça aide à la transformation. Il y a une autre façon aussi que j'apprécie beaucoup de consommer des aliments crus de manière plus digeste, c'est les jus. Les jus de légumes particulièrement. Je ne recommande pas forcément de boire des jus de fruits, en tout cas pas en majorité. C'est-à-dire que quand on va faire un jus, pour donner un exemple, moi sur une tasse de 300 ml, j'ai un demi-fruit. Par exemple une demi-pomme, et encore des petites pommes, ou une demi-orange. Parce que l'intérêt pour les fruits, c'est plutôt d'avoir les fibres avec le sucre et les vitamines pour aider à la digestion. Parce qu'en fait, sinon c'est quasiment que de l'eau et du sucre, avec certes des vitamines. Mais un fruit, je trouve que c'est plus intéressant de le manger entier. Alors que les légumes, pour le coup, c'est vrai que c'est plus difficile à manger cru, comme je te l'ai expliqué jusqu'à présent. Donc les consommer en jus, ça peut être une super pratique à mettre en place quand on a encore une fois une constitution qui est adaptée, à la période de l'année qui est adaptée. Quand on est en plein hiver et si on a du vata qui est aggravé, qu'on est super frileux, prendre du jus de céleri, ça va pas être du tout recommandé parce que ça va nous rendre encore plus frileux. Mais par exemple, en plein été, quand il fait très chaud, encore une fois, ou au printemps, si on a un profil avec du pitta en dominance, ou si on fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre mon jus dans un bain-marie qui est à 40 degrés à peu près pour le mettre à température du corps, pour qu'il ne soit pas froid quand je le bois. On peut aussi mettre du gingembre qui aide beaucoup à la digestion, du curcuma ou des herbes. On peut mettre de la coriandre, du persil et ça aide beaucoup à la digestion. Et encore une fois, ça va être une question d'adaptation, de quantité, à quelle saison on le prend. Donc là, je t'invite vraiment à consulter si jamais tu veux avoir plus d'informations pour ton profil à toi, qu'est-ce qui te correspond à toi. Et comme cette vidéo est déjà bien longue, je vais la découper maintenant et dans une deuxième partie, je te parlerai de est-ce que l'alimentation crue et comment elle pourrait être bonne pour toi. Donc, est-ce que tu as un profil à qui ça correspondrait, en quelle quantité, en quelle saison, etc. Donc, je rentrerai un peu plus dans les détails de la pratique pour le coup, dans une deuxième vidéo qui va compléter celle-là. On parlera de l'âge, on parlera des doshas, on parlera de l'heure de la journée, des saisons. Donc si jamais tu as des questions sur le sujet, des remarques, il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires pour toi, n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. En tout cas, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment Instagram sur laquelle je suis assez active, @manon_isoropia. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Encore une fois, l'Ayurveda, c'est une question d'adaptation et de personnalisation. On n'a pas d'alimentation idéale, on n'a pas de mode de vie qui convienne à tout le monde. N'oublie jamais ça. Et si besoin, je te remettrai le lien de ma vidéo dans laquelle je te parlais comment démêler le vrai du faux en termes de santé. Et je te parle beaucoup de ce qui, moi, m'aide justement à comprendre quand il y a une nouvelle mode en termes de santé qui arrive, de se dire est-ce que là, ça vaut le coup que je m'y intéresse ou non. Et un des points dont je te parlais dans cette vidéo, c'était le fait de personnaliser tout ce qu'on entend. Donc quoi que ce soit, s'il y a une personne qui te dit « Ah, ça c'est l'alimentation miracle ou l'alimentation des centenaires en général, donc si tu veux devenir centenaire, mange comme ça », et qui t'ont même pas demandé quoi que ce soit sur toi, c'est pas pour toi. Oublie tout de suite, tu peux passer à autre chose. Bon, je vais m'arrêter là et te laisser. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.